Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani miso lelo. Okeke, avez-vous eu un enfant avec Monsieur Honoré Ngbanda, comme c'est dit dans les réseaux sociaux, comme on vous accuse? Répondez-nous sincèrement. Bon, écoutez, je suis obligée de me prêter à cet exercice, puisque on en parle beaucoup et ça me blesse de vous poser cette question. J'ai pu me rendre compte, non, soyez à l'aise, moi j'ai pas de problème avec ça, parce qu'un enfant c'est une bénédiction. Okay. Un enfant c'est une bénédiction, moi j'adore les enfants, donc malheureusement j'aurais bien voulu en avoir beaucoup plus. Jamais, Azo a fabulé. On dirait qu'Azaro Loulanga peut-être. Mais bonjour et merci pour votre fidélité à maïso.com et tous les autres sites partenaires pour l'émission L'Affiche qui reçoit aujourd'hui Madame Candide Okeke. Candide Okeke est directrice des cabinets de Monsieur Honoré Ngbanda. Monsieur Honoré Ngbanda qui est le président national de la PARECO, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Monsieur Candide Okeke, Madame plutôt Candide Okeke, est aussi rédactrice en chef du journal en ligne Œil du Patriote. Candide Okeke tracera avec nous aujourd'hui l'actualité, notamment le sujet sur les dialogues, le sujet sur sa vie personnelle qui a défrayé la chronique ces derniers temps, et des sujets internationaux qui peuvent intéresser le Congo, notamment par exemple la visite du président Obama en Afrique. Bonjour Madame Okeke. Bonjour Monsieur Kerwin Maïso. Et surtout, merci d'accepter notre invitation. Nous avons lancé un appel dans l'émission d'analyse d'avant-hier aux membres ou aux cadres de la PARECO ainsi qu'à ceux de l'IDPS de bien vouloir venir nous répondre parce que nos web téléspectateurs se posent beaucoup de questions, notamment sur la guéguerre qu'il y a d'un côté la PARECO, de l'autre côté l'UDPS. Et je me suis dit, pour des raisons de justice, d'équité, d'égalité et surtout des libertés de la presse, je vous invite, mais j'inviterai aussi les autres s'ils acceptent bien et qui donnent leur point de vue. Alors, merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. La première question que je m'en vais vous poser, parce que nous commencerons avec l'actualité internationale. Le président américain Barack Obama a effectué une tournée africaine, notamment au Kenya et en Éthiopie. Et en Éthiopie, il s'est exprimé devant l'Union africaine. Et dans la salle de l'Union africaine, il a tensé les dictateurs africains. Pensez-vous que le président américain en a suffisamment fait? Pensez-vous qu'il a été sincère lorsqu'il a tensé les présidents africains? Écoutez, il va de soi qu'en tant que Congolaises, ce qui nous intéresse plus, c'est plutôt ce que fait les États-Unis par rapport à la RDC. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il nous dira, ce que M. Obama a pu dire au niveau de quand il s'est rendu au siège de l'Union africaine, nous sommes obligés de nous référer sur la politique américaine menée en République démocratique du Congo pour vérifier si ce que ce monsieur dit est vrai ou si comme vous disiez, est-ce que c'est sincère ou pas. Et malheureusement, en ce qui concerne la région des Grands Lacs, vous m'excuserez, mais il y a des sérieux doutes sur la sincérité de M. Obama parce que, mine de rien, les États-Unis ont aidé certains dictateurs à prendre le pouvoir dans la région des Grands Lacs, à rester au pouvoir. Et aujourd'hui, notamment, même si leur discours par rapport à la RDC paraît assez clair dans le sens où ils ne veulent plus du dictateur, entre guillemets, celui qui se fait appeler Joseph Kabila, je dis dictateur entre guillemets parce que quand on parle de dictature dans un système où on a un autochtone qui est à la tête du pays, etc., on peut se limiter à parler de dictature. Mais dans le cas de la RDC, on parle, nous, dans la PARECO, en tant que résistants, nous parlons plus d'occupation et de résistants. Donc, Kanambe, celui qui se fait appeler Joseph Kabila, que nous appelons, nous savons qu'il s'appelle Kanambe, est un dictateur, mais il est surtout un occupant.
les États-Unis ont donné une position aujourd'hui qui fait qu'on peut se dire qu'ils ne veulent plus de lui, mais de l'autre côté, le plus grand dictateur de la région des Grands Lacs, celui qui fait le plus de mal à la région des Grands Lacs, c'est quand même M. Kagame. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il bénéficie depuis des années du soutien américain. Et donc, partant de là, quand on nous parle, à nous Congolais, de la sincérité de M. Barack Obama, excusez-moi, mais je reste assez dubitative. Alors, vous êtes assez dubitative par rapport à son discours, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites au niveau de la PARECO pour faire, à part cette émission par exemple, montrer votre point de vue que vous êtes dubitative, par exemple écrire à la Maison-Blanche. L'adresse est suffisamment connue, Pennsylvania Avenue, numéro 1600. Pourquoi par exemple ne lui écrivez-vous pas? Pourquoi par exemple ne faites-vous pas des tribunes dans certains journaux en disant voilà, nous sommes de la PARECO et nous considérons ou nous constatons que le président américain n'est pas sincère? Monsieur Karim, j'aurais préféré que vous me demandiez d'abord qu'est-ce que nous avons déjà fait. Parce que nous n'avons pas attendu, effectivement. Et tout ce que nous faisons par rapport à la Maison-Blanche, tout ce que nous introduisons comme document, tout ce que nous avons pu faire comme démarche de sensibilisation, etc., concernant la région des Grands Lacs et particulièrement la République démocratique du Congo, nous n'avons pas forcément tout mis sur la place publique, il va de soi. Mais il est évident que ça fait des années que le président de la PARECO, qui connaît très bien d'ailleurs les rouages de la politique américaine, etc., de par ses fonctions, son expérience, il a un carnet d'adresses qui est là, etc. Donc nous n'avons, par rapport à ça, nous estimons avoir fait énormément. Et rien que le livre du président de la PARECO, au moins 2 des livres, Crime organisé, publié en 2004, et celui qu'il a publié, qu'il a coécrit avec M. Mbeko et qui a été publié il y a quelques mois, rien que ces deux documents donnent clairement la position de la PARECO et du président de la PARECO en particulier sur la situation des Grands Lacs. S'il y avait besoin d'éclairer ou de donner un certain point de vue par rapport à cette situation, ça a été largement fait, ça je peux vous l'assurer. Ça a été largement fait au-delà même de ce que les Congolais peuvent imaginer. Il y a des documents qui sont d'ailleurs, il y en a un dont je vais parler peut-être sûrement tout à l'heure, qui n'a pas été publié, mais qui était un document important, surtout au regard de ce qu'on a pu constater dernièrement avec les problèmes de terrorisme qui se profilent à l'est de la RDC. En 2010, nous avons fait parvenir à la plupart des services, y compris en particulier les services américains, un document très important sur les ramifications qui se profilaient déjà. Donc la PARECO fait énormément. Alors, vous m'avez bien tendu la perche. Vous parlez des terrorismes qui se profilent à l'est de la RDC. Nous savons que nous avons les Chebab en Somalie, nous avons les ADF Nalu déjà en République démocratique du Congo et en Ouganda. À l'ouest, nous avons Boko Haram qui va du Niger, Nigeria, Cameroun, même jusqu'en République centrafricaine. On voit bien que le Congo est pris en étau. Quelles sont les précautions que la PARECO, en tant que mouvement de résistance, a pris pour anticiper cette menace? Déjà, le président de la PARECO dispose d'un réseau de renseignement qui a fait ses preuves et qui l'entretient jusqu'aujourd'hui. Donc la preuve, c'est que vous avez régulièrement des éléments que nous diffusons à travers l'œil du patriote. Et pour anticiper sur justement ces réseaux terroristes qui sont déjà implantés en République démocratique du Congo. Le document que nous avions fait parvenir à ces services le montrait clairement. Aujourd'hui, à Kinshasa, la République démocratique du Congo est complètement phagocytée par le réseau du Hezbollah, par exemple. Et ce sont le réseau financier, etc. Donc, toutes ces personnes-là sont déjà très actives et ont déjà la main mise sur une bonne partie du réseau financier aujourd'hui à Kinshasa et avec la complicité de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Nous l'avons déjà signalé, il y avait pas mal d'éléments, c'était un document volumineux sur lequel j'ai travaillé moi-même avec le président. Je vous dis, nous avons déjà donné beaucoup d'éléments dont nous disposons encore. Évidemment, nous avons suivi jusqu'à présent. Donc, la première chose, évidemment, c'est de s'informer. Et la deuxième chose, c'est quand même, on voit bien que c'est ce type de réseau prolifère là où il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité de l'État. Donc aujourd'hui, après avoir laissé la République démocratique du Congo sous la coupe de personnes sous la coupe des occupants
rwandais, ougandais, etc., aujourd'hui, ça contribue au développement de la menace terroriste. Pourquoi? Parce que l'Ouganda, notamment, et le Rwanda ont intérêt aujourd'hui à ce que la République démocratique du Congo éclate. Que notre pays soit balkanisé, parce qu'eux, ils ont toujours visé non seulement le pillage des ressources minières dont regorge la République démocratique du Congo, mais surtout, ils essayent de récupérer une partie de nos terres. Donc, on l'a déjà dit à maintes reprises. Donc, toujours dans ce processus-là, on a vu, ça fait des années, puisque le processus a pris de l'ampleur avec l'entrée de l'AFDEL. Ils n'ont pas réussi au bout de 20 ans pratiquement. Donc, ils en sont arrivés à cette phase où ils se disent, ils jouent le tout pour le tout. Comme le processus n'aboutit pas suffisamment, ils sont en train maintenant de favoriser l'arrivée de tous ces groupuscules islamistes, etc. Mais ce qui est encore plus grave, c'est aujourd'hui, comment vous pouvez imaginer, je venais de suivre M. Kobler tout à l'heure, qui avait été interviewé par un collabo là, bien connu, Jean-Marie Kassamba. Et pour lui, apparemment, tout va bien presque en République démocratique du Congo. Ils ont fait le job. Ils parlent même maintenant de développer presque la culture et puis de danser, quoi, de chanter. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je me suis demandé si ce monsieur j'ai eu l'impression qu'on nous prenait vraiment pour des idiots. De faire croire aujourd'hui que la situation de la République démocratique du Congo, que les choses évoluent dans le bon sens. Quand on parle de la mission de stabilisation dont il est à la tête pour la République démocratique du Congo, ils ne sont pas venus stabiliser la paix, ils sont en train de stabiliser l'occupation. Parce que si vous voulez vraiment stabiliser le pays par rapport à... stabiliser le pays dans le sens où nous l'entendons en tant que Congolais, il commencerait déjà par dire clairement quel est le problème dont nous souffrons aujourd'hui. Le problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas simplement des petits groupes de rebelles, ADF, NALU, etc., FDLR inventés ou vrais, puisqu'on n'arrive même pas à nous donner le nombre exact. On ne vous dit pas, par exemple, qu'il y a des FDLR maintenant qui sont aussi des Tutsis. On nous avait parlé des Hutus, mais il y a des FDLR qui sont des Tutsis. Donc, et il y a des FDLR qui sont fabriqués directement par Kigali. Donc, toute cette série de mensonges aujourd'hui, malheureusement, la MONUSCO, par exemple, qui était venue normalement pour apporter ou contribuer à la paix, ils sont là en train de couvrir ces mensonges. Alors, quand on entend ce monsieur nous parler être assez positif par rapport à l'action de la MONUSCO en République démocratique du Congo, je me dis, mais de qui se moque-t-on? Ça fait pratiquement 20 ans, on continue à violer les femmes à l'Est, on continue à noter des tueries, c'est tous les jours, les gens sont continués à être massacrés à quelques mètres de ces troupes. On nous a parlé de drones, on nous a parlé de la force soi-disant d'intervention rapide. J'aimerais bien que quelqu'un me dise ici, cette force dite d'intervention rapide, ils ont arrêté combien de rebelles, rebelles, ceux qu'ils appellent rebelles, ils ont mené quoi comme action visible pour la population? Comment peut-on expliquer qu'au bout de 2 décennies, il y a encore autant de personnes qui sont en train de mourir à l'Est? Pourquoi aujourd'hui la MONUSCO, l'ONU, ne peut pas dire clairement que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo, le Rwanda avec l'Ouganda, et que cette action perdure aujourd'hui, au point même qu'aujourd'hui nos institutions sont infiltrées. Les personnes avec qui ils traitent tous les jours au sein de l'armée, à la tête des institutions, ils savent très bien que ce sont des Rwandais. C'est carrément au niveau de la CPI, quand ils ont voulu arrêter quelqu'un comme Tanganda, ils ont écrit clairement que c'était un citoyen rwandais. Donc la MONUSCO sait très bien à qui nous avons affaire là-bas à l'Est. Quand la MONUSCO ne dit pas en réalité ce qui se passe à l'Est, c'est qu'elle n'est pas venue pour régler le problème. C'est là où les Congolais doivent apprendre à ne plus être naïfs. Et le discours que tient ce monsieur, c'est un discours pour endormir les Congolais pendant qu'ils ne sont pas là en train de stabiliser le pays, ils sont en train de stabiliser l'occupation. Alors là, vous avez parlé de 2 choses. D'un côté, on parlait des terroristes qui étaient à l'Est, à l'Ouest. Vous avez cité les réseaux du Hezbollah. Voulez-vous sous-entendre que certains Libanais qui ont pignon sur rue à Kinshasa sont, disons, impliqués dans des activités négatives? Il n'y a pas que des Libanais. Donc, il y en a, on ne va pas tous les mettre dans le même sac. Disons, pas des stigmatisations. Tout à fait, il y en a, oui, bien sûr.
nous avons relevé des noms, etc. Je vous dis, le document que nous avions déjà fait parvenir aux différents services occidentaux, essentiellement, il était très clair. Hein. Mais pourquoi ne pas les mettre à la disposition du peuple congolais directement aussi? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc là, vous avez fait à la fois les bilans de la MONUSCO et l'affaire des terroristes à l'Ouest. Alors, je vais vous poser une question. Dernièrement, l'Égypte a inauguré le deuxième canal de Suez. Le premier canal de Suez ramenait à peu près, disons plus ou moins, 5 milliards de dollars dans l'économie égyptienne. Avec le nouveau canal, on en sera à 13 milliards de dollars dans l'économie égyptienne. C'est une voie très importante dans l'économie africaine, même dans le commerce mondial. Hein. Ça peut concerner la République démocratique du Congo. Nous avons vu dans les images Monsieur Joseph Kabila, appelons-le ainsi, aller en Égypte, participer à cette inauguration. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, cette inauguration et ces images? Écoutez, j'appelle toutes les personnes qui ont dansé sous le tube que nous a inventé là, hein, toutes les personnes qui étaient là pour chanter les 5 chantiers, de se rendre compte qu'est-ce que c'est qu'un vrai chantier dans un pays où on a un peu le souci de sa population. Un projet comme celui-là, qui sera réellement utile pour l'Égypte et enfin, en tout cas au moins toute la région, etc. Mais pour le commerce mondial, hein? Oui, pour tout à fait. Donc voilà, je dis, voilà, ça c'est un investissement. Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, lui, il passe son temps à aller inaugurer les actions des autres. Il avait commencé déjà chez nous, aller inaugurer même l'hôpital de M. Mutombo Dikembe. Il va inaugurer ce que d'autres avaient déjà entamé comme l'hôpital du cinquantenaire, etc. Mais dites-moi, depuis qu'il est là en deux mandats, il vous a inauguré, c'est-à-dire des projets qu'il a initiés lui-même et inaugurés, il y en a eu combien? Les Congolais doivent arrêter d'être naïfs. Même quand il y a un collabo qui vient vous chanter là que Kabila est en train de faire je ne sais quoi, il faut quand même arrêter là. Il a passé son temps à profiter de ce qui a été fait par d'autres avant. C'est seulement depuis ces dernières semaines, je dirais presque, ou depuis quelques mois, qu'il a l'air de s'agiter un peu, depuis qu'il commence à avoir cette échéance-là qui a l'air de sacrément le déranger, de 2016, etc. Il essaie maintenant de faire bonne figure. Les Congolais ne doivent pas être naïfs. Ce monsieur n'est pas venu pour construire la RDC. Il construit en Tanzanie, il construit partout ailleurs dans le monde, mais en République démocratique du Congo, il ne construit pas. L'argent qu'il pille chez nous, ils sont en train de construire à Kigali. Regardez comment se développe le Rwanda, c'est avec l'argent du Congo. Donc, déjà, voilà, ce que je pourrais dire déjà par rapport à ça, c'est que les Congolais doivent, en regardant les autres pays, se rendre compte à quel point on se moque d'eux, hein, à quel point ce gouvernement se moque d'eux. Les promesses qu'on leur a fait pendant la campagne électorale, notamment avec l'autre trublion, Vital Kamerhe. Bon, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Donc, les promesses qu'ils ont fait avec Kamerhe pour dire qu'ils allaient vous construire des autoroutes à je ne sais combien de bandes, etc. Vous en avez compté combien? Même pas le début du commencement de quoi que ce soit. Même les routes que Mobutu a laissées, on pourra dire tout ce qu'on veut sur Mobutu, mais même les routes qu'il a, le peu, hein, puisqu'on dit qu'il n'a pas fait grand-chose. Bon, ok, mais le peu qu'il a laissé, est-ce qu'ils savent même l'entretenir? Donc, les Congolais doivent se rendre compte à quel point ces gens-là sont là pour piller, ils n'arrangeront rien. Donc, et même quand on vous parle du cas de l'autre, Moïse Katumbi, son acolyte, etc., ils sont là pour piller tous ensemble. Donc, là, par rapport au canal de Suez, ce que je peux dire, la présence, donc, quand on voit qu'il n'est pas là pour le bien-être des Congolais, quand ils se retrouvent là-bas, vous pouvez être sûr que c'est parce qu'il y a anguille sous roche, effectivement. Ce qui intéresse ceux qui ont suivi un peu les articles qu'on a publiés sur le site de la Pareco, notamment toujours dans l'œil du patriote, nous avons fait quelques articles sur le problème de l'eau et le problème de certains pays, le Tchad, l'Égypte, etc., qui aimeraient bien qu'on puisse détourner les eaux du fleuve Congo. Eh bien, écoutez, quand vous le voyez là-bas, sachez qu'il y a encore ce dossier-là qui est sous-jacent, parce que l'Égypte, ils ont un barrage, le barrage d'Assouan, où ils étaient aussi un peu en porte-à-faux avec le Soudan. Il y a plusieurs barrages au niveau du Nil qu'il va falloir alimenter en eau, parce que le Nil n'a pas le débit suffisant. D'autant plus que l'Éthiopie construit un grand barrage qui va pomper l'eau du Nil. Les Congolais doivent savoir que ce monsieur-là, quand il va quelque part, sachant que sa situation en RDC est de plus en plus compromise, quand il va là-bas, c'est parce qu'il est en train de négocier des choses et c'est là où nous devons être encore plus vigilants, parce que ce gouvernement-là
ils sont en train de travailler pour la destruction de ce pays. Et là, en l'occurrence, c'est déjà un dossier que nous suivions et il y a des tractations dans ce sens-là pour dévier les eaux du fleuve Congo, mais au détriment des Congolais. Donc, ce n'est pas sorti de l'imaginaire prolixe de la PARECO, c'est vraiment du réel, du solide. Vous vous inquiétez pas, nous suivons ce dossier depuis un moment. Nous ne manquerons pas de donner plus d'éléments là-dessus. D'accord. Bon, donc les Congolais ont intérêt à être très vigilants parce que ce monsieur-là, pour pouvoir rester dans la région, il est prêt à tout. Ouais. D'accord. Alors, cela nous permet de faire un retour en République démocratique du Congo, notamment au niveau de la diaspora, où l'actualité locale au niveau de la diaspora est focalisée par les dossiers dialogue. Cela a été le cas aussi à l'intérieur, je vais dire au pays sur place là-bas. Il y a des gens qui sont pour les dialogues, d'autres sont contre, et la guéguerre entre les deux camps bat son plein. On connaît la position de la PARECO globalement. Alors hier à Bruxelles, il y a eu un événement où, d'un côté, certaines personnes ont marché pour exprimer leur désapprobation par rapport au dialogue. Malheureusement, il n'y a eu qu'entre 50 et 100 personnes, aussi longtemps qu'il y avait plusieurs mouvements qui ont mobilisé, dont la PARECO. Comment expliquez-vous cet échec au niveau de la mobilisation? Pourquoi vous parlez d'échec? Parce qu'il y a eu entre 50 et 100 personnes. C'est pas un échec. Il suffit, vous vous rappelez le groupe Liban à Congo? Ils étaient combien quand ils allaient manifester? Vous vous rappelez? 4, 5 des fois. C'est l'action qui compte. C'est la présence qui compte. Les Congolais n'ont pas la culture spécialement des manifestations, etc. Pour qu'ils se motivent, oui, des fois, il y a eu le cas, par exemple, par rapport à JB Mpiana, etc. Ils étaient très mobilisés. Pour des choses comme ça, ils le sont peut-être un peu moins, mais vous et moi, est-ce que vous allez me dire que vous ne connaissez pas des gens qui sont contre le dialogue et qui n'étaient pas à cette manif? Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu une poignée de Congolais là-bas, que ça veut dire que voilà, toute la diaspora a adopté le dialogue. D'ailleurs, excusez-moi, quand je regarde en face, vous vous rendez compte, c'est quand même pas n'importe qui qu'on avait annoncé là-bas. Étienne Tshisekedi, qui accueille, c'était pas payant. Ils ont mobilisé combien de personnes? Une centaine. Excusez-moi, s'il y a un problème, c'est quand même plus, surtout que ça a été annoncé depuis très longtemps et qu'on sait en plus que dans la salle, il y avait des personnes qui étaient contre le dialogue, mais qui étaient là. Donc, c'est même pas quand je parle d'une centaine de pro-dialogue, il faut même diviser encore un petit peu. Alors, et attendez, j'ai pas fini. Non seulement que dans la salle, il y avait des gens qui étaient contre le dialogue et qui ont même fait il y a eu même un petit peu d'agitation par rapport à ça, mais en plus, nous avons la preuve, nous avons eu suffisamment d'infos là-dessus. Il y a des personnes qui ont été payées pour pouvoir aller là-bas. Vous vous rendez compte à quel niveau ils en sont arrivés? Monsieur Étienne Tshisekedi est annoncé quelque part, ils sont obligés de payer des gens pour aller là-bas. Mais c'est grave. Excusez-moi si vous voulez parler de fiasco. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui devraient surtout se poser des questions. Surtout que la manif qu'il y a eu, elle était symbolique. Hein. La manif qui a été organisée là, elle était organisée en réaction au fait qu'eux organisaient ce meeting-là, etc. Mais il y a une manif qui est appelée plutôt pour le 28 août. Là, c'était M. Mbeka qui a voulu, il y a un groupe de Congolais qui ont tenu à y aller quand même et qui ont voulu faire quelque chose. Mais ça veut pas, c'est pas ça qui va vous faire croire aujourd'hui que la majorité des Congolais de la diaspora, comme ils n'étaient pas à la manif, ça veut dire qu'ils ont accepté, ils sont devenus pro-dialogue, etc. Non. J'ai comme l'impression, à vous entendre parler, que l'absence de M. Tshisekedi dans la salle vous a vraiment réjoui, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ceux qui attendaient, c'est ceux qui l'attendaient, et c'est eux qui ont été déçus. Personnellement. Et vous n'avez pas, ça ne vous a pas réjoui? Mais non, ça m'est égal. Et s'il était je là? n'attendais pas. Moi, je suis de la PARECO. Je veux dire, si j'avais envie de rencontrer M. Tshisekedi ou je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas, à la limite, je pourrais peut-être faire une demande moi-même. Je sais pas, une fois, bon, là, franchement, ça m'est égal. Qu'il ne soit pas là, j'appelle juste les gens à constater qu'il y a quand même un sérieux problème par rapport à ces personnes et je les amène justement. Je les ramène à tout ce que nous avons écrit justement par rapport aux problèmes qui se posent au sein de l'UDPS El Familial, piloté par le fils Tshisekedi, Félix, et puis et sa mère. Voilà, au point, à quoi on en arrive.
on annonce que ce monsieur sera là, il n'est pas là, évidemment, il n'a pas forcément comment dire, les capacités en ce moment de faire certaines choses, etc. Mais soyez francs avec la population. Pourquoi vous continuez à induire les gens en erreur comme ça, leur faire croire qu'il va venir? Enfin, c'est quoi? C'est le degré, on va arriver au degré zéro de la politique, là. À un moment donné, il faut arriver à dire les choses franchement aux gens. Et là, c'est là où je vous dis, nous continuons à réaffirmer ce que nous avions déjà dit il y a quelques jours, c'est que en ce moment, Félix Tshisekedi, il est au service de celui qui se fait appeler Joseph Kabila. Il est aujourd'hui dans une situation, à partir du moment où il s'est déjà compromis en ayant reçu de l'argent, etc., aujourd'hui, sa feuille de route, ce n'est pas l'UDPS qui la fixe, sa feuille de route, il la reçoit de Kalev, ou là, dernièrement, il a rencontré Kanambe directement, donc sa feuille de route, elle est là. On lui a laissé jusqu'au fin août, parce que lui, comme on lui a dit, Kanambe tient absolument qu'il soit nommé Premier ministre donc à travers le processus du dialogue éventuellement, mais quand même en ce moment il est décidé même à passer outre. Donc il lui a laissé, comme Félix apparemment préférerait que ça passe, qu'il devienne Premier ministre mais après la tenue du fameux dialogue, Kanambe lui a laissé jusqu'à fin août pour qu'il puisse éventuellement décanter la situation et pour que le dialogue se mette en place. Mais au niveau du Tutsi Power là-bas à Kinshasa, etc., ils n'y croient déjà plus à cette formule-là. Ils sont passés à autre chose, dans les deux camps d'ailleurs, parce que d'un côté, Hippolyte Kanambe, lui, envisage un passage en force en imposant Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Bon gré malgré lui-même, hein, donc avec ou sans l'accord de Félix. Et de l'autre côté, les autres membres de la Tutsi Powers, donc les Kengo, les Rubero, etc., sont maintenant suffisamment inquiets au point d'estimer que, vu la tournée des choses, il ferait mieux de reprendre la situation en main indépendamment de Kanambe. D'ailleurs, M. Kengo, qui est en Europe en ce moment, il est venu amener le message comme quoi Kanambe n'a pas l'intention de quitter le pouvoir de manière pacifique. Bon, ça, je pense que les personnes les moins naïves se sont au moins rendues compte de ça. Quelqu'un qui ne vous dit pas ouvertement que ok, je vais quitter le pouvoir, vous commencez à vous rendre compte. Il y a des gens qui vont quitter le pouvoir prochainement, comme M. Barack Obama. Tout le monde dit « Ah, mais en ce moment, sa politique, ça annonce déjà la fin de son mandat. On voit qu'il est en train de poser des actes, il est en train de préparer sa sortie. Hippolyte Kanambe ne prépare pas sa sortie. » Et là, donc, ses frères Tutsi qui sont là à Kinshasa sont suffisamment inquiets parce que les États-Unis les ont mis dans une situation, ils leur ont dit soit vous reprenez vous reprenez la main sur ce qui se passe chez vous, soit c'est nous qui allons devoir vous imposer un peu ce que nous voulons, etc. Donc en ce moment, ils sont en train de préparer leur révolution de palais, évidemment au détriment des Congolais. Et donc M. Kengo, sa présence en Europe, ça a été pour informer les lobbies belges notamment, que d'une, Kanambe ne prépare même pas les élections, il n'a même pas prévu le budget pour ça. Donc faut que tout le monde se rende compte, il n'a rien prévu dans ce sens-là. Donc monsieur Kengo est là pour non seulement informer leur mentor en Europe, en Occident, mais en plus, bon, il a des contacts qu'il doit prendre, d'après ce qu'on a compris, auprès de M. Katebe Katoto, qu'il a envie de rallier aussi à leur dynamique, etc. Mais tout ça, évidemment, si j'en parle aujourd'hui, parce qu'il y en a qui vont nous dire, mais pourquoi, s'ils se préparent à enlever Kanambe, pourquoi vous en parlez ouvertement? Écoutez, nous, si c'est pour que on enlève Pierre pour nous mettre Paul et que le système reste le même, vous inquiétez pas, on vous informera, on informera le public. Mais je vous ai laissé dérouler votre raisonnement, mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. Là, vous avez fait d'abord des accusations graves vis-à-vis de Félix, qu'il aurait touché l'argent. Vous avez fait des accusations. S'il déposait plainte, pourriez-vous brandir des preuves qu'il a touché l'argent? Parce que les négociations, il aurait rencontré Kabila, sûrement en privé. Comment le savez-vous déjà? Avez-vous de preuves qu'il a touché l'argent? Kengo Adondo serait en Europe, c'est peut-être vrai, mais comment connaissez-vous un message secret que lui ramène auprès des lobbies? C'est pas, je vais dire, c'est pas, il n'est pas né de la dernière pluie, mais c'est Kengo Adondo qui ne vient pas en Europe en s'affichant. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'affirmations qu'on ne peut pas prouver? Alors, donc juste pour vous resituer sur ce qu'est la Pareco, le président de la Pareco, vous reprenez le livre qu'il a sorti sur les derniers jours du maréchal, le livre qu'il a sorti, Crime organisé en Afrique centrale, le dernier livre qu'il a sorti
sur la stratégie du chaos, etc., avec Patrick Mbeko. Monsieur Mbeko. Tous les documents qui sont dedans, toutes les infos qui sont dedans. Vous avez entendu quelqu'un qui a porté plainte et quelqu'un qui a contesté ce qui a été écrit. C'est écrit, c'est diffusé, c'est voilà. Donc, juste pour vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui a quand même du métier. Hein. Si en face il y a du boulot, chez nous il y a quand même du métier. Et donc, le fait que les gens ne sachent pas quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. C'est ça souvent le problème qu'on a avec les Congolais. Quand ils ne savent pas, ils pensent des fois que ça n'existe pas. Le fait est qu'il y a des personnes qui ont peut-être de l'expérience. Il est arrivé effectivement que des fois, je sais qu'il y en a qui se sont gossés là-dessus, ils ont fait même des petites vidéos. C'était un peu le scoop par rapport au problème, par exemple, du bourgmestre de Lemba qui finalement n'était pas décédé, etc. Écoutez, nous sommes des êtres humains. Hein. Ça nous arrive, effectivement, parce que les infos que nous relayons viennent de personnes humaines. Et comme on dit, l'être humain n'est pas infaillible. Il se trouve que malheureusement, par exemple, pour ce cas-là, bon, on n'a peut-être pas été suffisamment vigilant, mais sur 100% des infos que nous donnons, donc je vous ai cité les livres du président, parce que ce sont des livres volumineux, hein. Il y a beaucoup de Congolais, ceux qui l'ont acheté, ils n'ont même pas encore fini de le lire. Donc c'est pour vous dire le nombre de la tonne d'informations qu'il y a dedans. Personne n'a rien contesté. C'est dire que quand même, nous avons des réseaux qui sont suffisamment fiables, qui nous permettent de mettre autant d'infos à la disposition des Congolais. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que la résistance, la manière dont nous fonctionnons, la 5e colonne, etc. Quand les gens ne comprennent pas, on est dans une situation où le pays est occupé. Pour pouvoir avancer dans notre vision de libérer le pays, etc., on est obligé de s'informer. Et pour ça, pour s'informer, nous avons tout un réseau de renseignements et ce réseau de renseignements passe par des personnes qui sont au cœur des cibles que nous visons. Nous avons des gens auprès de Kanambe, nous avons des gens à Kigali, nous avons des infos qui nous arrivent de partout. Du moment qu'il s'agit du Congo, nous tenons informés. Donc aujourd'hui, quand nous disons que... De toute manière, je vous donne un exemple. On vous avait dit, c'était à la fin du mois de juin, que M. Tshisekedi était obligé de s'exprimer avant la fin du mois de juin. Est-ce que vous ne l'avez pas vu s'exprimer? Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des infos dont nous disposons. Nous avons, il n'y a pas longtemps, je revoyais encore dans mes mails, là, etc. Je suis retombée sur un mail de M. Chebea, puisque nous échangeons à l'époque. Et voilà, avant que nous publiions le document sur lequel était écrit en manuscrit qu'ils préparaient une opération contre lui, donc je l'avais informé, etc., que nous allions le publier et tout ça. Donc voilà, nous arrivons à avoir des infos parce que nous nous tenons au courant, parce que nous avons développé un réseau qui nous permet de disposer d'un certain nombre d'informations. Alors, mais à vous entendre en filigrane, oui, on se rend vraiment compte que l'ennemi du Congo, au-delà des Occidentaux, c'est les Rwandais, c'est les Ougandais. Et les collabos. Et les collabos, ok. Mais je n'ai jamais compris pourquoi il y a cette bagarre permanente. Je ne parlais pas de haine viscérale, hein? Je ne vais pas employer ces mots-là. Mais cette bagarre permanente entre la PARECO et l'UDPS. Expliquez-nous sincèrement, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous me faites rire là, parce que vous parlez de bagarre entre la PARECO et l'UDPS. Excusez-moi, mais l'UDPS, ils se battent déjà entre eux. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils n'ont pas attendu la PARECO pour se bouffer le nez entre eux. Oui, mais la PARECO, au lieu de combattre les Rwandais, on a comme l'impression que la PARECO a un problème avec l'UDPS. Nous ne combattons pas l'UDPS, nous ne combattons pas... dans l'UDPS, je le dis haut et fort, il y a des vrais patriotes. Des gens qui se couchent le soir en ayant vraiment le mal pour ce pays, etc. Il y a des vrais patriotes, des vrais combattants. Hein. Il y a des gens qui sont très courageux. Et ce ne sont pas des gens qui se battent pour ce pays depuis 2 jours, non. Des gens qui sont là, qui ont à cœur que ce pays évolue autrement, mais depuis des années. Il y a des vrais patriotes dans l'UDPS. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a notamment cette aile familiale-là qui est en train de s'accaparer de tout, l'aile familiale de Tshisekedi, et qui est en train de s'accaparer de tout. Et comme je vous disais, les contradictions que nous pouvons relever par rapport à l'UDPS, il y a des gens de l'UDPS eux-mêmes qui le relèvent. Hein, il y a des gens de l'UDPS avec qui nous avons des bons rapports, etc. Donc maintenant, le problème, c'est pas la PARECO. Le problème, c'est la vérité. Qui est pour ou contre la vérité? La vérité aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est que nous avons un problème d'occupation. Il n'y a pas un problème de démocratie, je ne sais quoi, non.
Le problème, ce n'est pas la démocratie. Pour qu'il y ait démocratie, il faut déjà que nous... Enfin, je veux dire, pour qu'il y ait des élections, parce que les gens veulent des élections, etc., il faut déjà que vous ayez des démocrates à la tête du pays. Vous n'avez pas des démocrates à la tête du pays. Quelqu'un qui vient, un Kadogo rwandais qui vient, qui prend le pouvoir par la force, qui se maintient par la force. En 2006, il vous a menti. En 2011, il vous a menti. Et il veut encore remettre ça pour 2016. Vous voulez quelqu'un comme ça? Est-ce que les Congolais n'ont pas compris aujourd'hui que celui-là ne fera jamais rien d'honnête dans ce pays? Comment vous pouvez demander aux gens d'aller vous asseoir en face de ce monsieur-là pour parler, pour dialoguer? Dialoguer sur quoi? En 2011, on était tous d'accord que ce type était un Rwandais, il fallait le renvoyer au Rwanda. Et maintenant, vous nous dites qu'on va aller discuter avec lui. Discuter quelqu'un qui est en fin de mandat? On va aller discuter avec quelqu'un qui est en fin de mandat, puis enfin, d'après la constitution sur laquelle ils veulent s'appuyer, ils sont même en contradiction avec eux-mêmes. Il est en fin de mandat, qu'ils vous disent clairement, ok, je vais partir, s'il est honnête. Alors pourquoi aller vous asseoir en face de quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est même pas congolais, puisque vous nous étiez tous d'accord? Depuis quand il a pris la nationalité congolaise? Puisque nous avions tous chanté Zongisaï en Rwanda en 2011. Depuis quand il a pris la nationalité congolaise? Alors, au lieu de tirer sur cette personne dont vous dites qu'il n'est pas congolais, votre tête des Turcs, c'est devenu Félix. Ah, mais parce qu'ils sont en train de l'aider à se maintenir au pouvoir. Le problème que nous avons en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est que le système qui est là en place, pour pouvoir se maintenir là où ils sont, ils sont obligés d'adopter une rhétorique qui leur donne le droit, quelque part, de manière... le droit comment dire, cette rhétorique leur permet de légitimer en quelque sorte leur position. Hein? Et aujourd'hui, quand quelqu'un va vous parler de majorité, d'opposition, alors que le pays est occupé, d'abord, il ne vous dit pas la vérité. On ne peut pas parler de majorité, d'opposition dans un pays occupé. Quand on adopte la rhétorique de ces gens-là, on leur permet d'exister dans notre sphère politique. Mais quand on adopte le discours de vérité, qui est que le pays est occupé, on risque la balkanisation, et il y a des occupants d'un côté, il y a des résistants de l'autre, automatiquement ces gens-là, ils n'ont pas d'espace chez nous. Non seulement ils n'ont pas d'espace, mais on les identifie clairement. Quelqu'un comme Roubaix, qui est arrivé comme réfugié, qui a été enregistré, lui et sa famille, comme réfugié, hein, qui est connu au Katanga comme un ancien, comme un président des étudiants rwandais. Quelqu'un comme Bizi Makara, qui était aussi président des étudiants rwandais là-bas en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ces gens font dans les services des Congolais aujourd'hui? Comment ça se fait que ce monsieur, l'autre là, il est devenu vice-président de la RDC? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les agents congolais doivent aller rendre compte à un Bizima qui n'a même pas de titre officiel? Et aujourd'hui, ces gens-là, on vous dit que voilà, l'UDPS, ils sont là pour... quand il faut faire des alliances avec d'autres mouvements, que ce soit avec Jean-Pierre Bemba, même nous, avec l'appareil, on a essayé même de faire une déclaration commune. Il y a eu des gens dans l'UDPS qui se sont levés tout de suite pour dire qu'ils ne voulaient pas de cette déclaration, une simple déclaration. C'était même pas qu'on était en alliance, je ne sais pas quoi, mais juste dire qu'on est d'accord sur ça, s'il y avait 3 points, on était d'accord sur le premier point, le deuxième point, le troisième point, rien que ça. Même quand, et en plus pour ce cas-là précisément, M. Tshisekedi avait donné son accord. Il avait désigné Félix Tshisekedi pour qu'il vienne pour signer cette déclaration commune ici à Paris. Félix Tshisekedi n'est pas venu et pourtant... nous savons que M. Tshisekedi, en tout cas pour ce point-là, à la limite, je peux le dédouaner puisqu'il avait donné son accord. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, au sein de l'UDPS doit faire le ménage. S'ils veulent vraiment retrouver une certaine crédibilité, ils doivent faire le ménage et puis avoir un discours de vérité. Le pays est occupé. On ne va pas aller négocier quoi que ce soit avec ces occupants-là. Si vous voulez négocier quelque chose avec des gens, mais déjà, il faut savoir qui sont ces gens et que veulent-ils. Aujourd'hui, nous avons des occupants en RDC, ils ne sont pas venus pour rendre le pouvoir aux autochtones congolais. Ils sont là pour le garder, sinon ça n'a pas de sens pour eux. Je sais que dans un des articles, là, j'avais essayé de mettre l'accent là-dessus, en transmettant aux Congolais, c'est qu'eux-mêmes, certains Rwandais se disent entre eux, ils disent pour eux, le plan A, c'est de mourir au Congo, le plan B, c'est de mourir au Congo. Dites-moi, quelqu'un qui vient comme ça, vous allez vous asseoir pour lui dire quoi? Il n'est pas congolais, il est venu là s'imposer chez vous et ils se disent entre eux, de toute manière, nous, le plan 1, le plan 2, c'est de mourir au Congo. Ils ne vont pas partir comme ça. Alors quand les gens veulent s'asseoir pour aller discuter avec ces gens-là, mais ils se moquent de Congolais. Alors, cela mérite-t-il vraiment que vous puissiez taper en dessous de la ceinture? Parce que le président national de l'APARECO a donné une interview où il a posé la question clairement à Félix Tshisekedi.
d'expliquer les rapports qu'il y avait des rapports privés qu'il y avait entre sa mère et M. Mobutu, ou le citoyen Mobutu. Est-ce que vous avez réécouté cette interview? Tuna Bango, c'est ce qu'il a dit. Il parlait de Maman Marthe et de M. Tshisekedi. Mais comme apparemment les Congolais, certains Congolais ont eux-mêmes l'esprit suffisamment tordu, réécoutez, hein, le document il est là. Tuna Bango. Quelles étaient leur relation privée? En autre, Maman Marthe et Tshisekedi, oui. Les relations privées avec Mobutu. Oui. Ce n'est pas comme les gens ont conclu que Maman Marthe aurait une relation un peu privée de type particulier avec M. Mobutu. Mais en retour, on a beaucoup tapé sur vous. Ah mais oui, mais on a beaucoup tapé pour vous. Moi, j'aime pas poser des questions à caractère personnel, intime. Vous connaissez mon éthique et ma façon de voir les choses. Mais souffrez vraiment que je vous pose cette question, parce que ça a beaucoup défrayé la chronique. Vous êtes une personnalité publique. Monsieur Honoré Ngbanda, idem. Sincèrement, M. Okeke, avez-vous eu un enfant avec Monsieur Honoré Ngbanda, comme c'est dit dans les réseaux sociaux, comme on vous accuse? Répondez-nous sincèrement. Bon, écoutez, je suis obligée de me prêter à cet exercice, puisque... On en parle beaucoup et ça me blesse de vous poser cette question. J'ai pu me rendre compte, non, soyez à l'aise, moi j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'un enfant, c'est une bénédiction. Hein? Okay. Un enfant, c'est une bénédiction. Moi, j'adore les enfants, donc malheureusement, j'aurais bien voulu en avoir beaucoup plus, mais je n'en ai que 2. Hein, et comme je m'attendais de toute manière à ce qu'on évoque éventuellement le problème, j'ai même pris mon livret de famille. Oui, de toutes les façons, voilà. on va voir l'extérieur. J'ai même pris mon livret de famille, vous pourrez voir. Disons que je vois, c'est les livrets, il faut que je confirme, hein, même si je ne vais pas... J'ai même amené des photos. On va voir les photos tout à l'heure. C'est Madame Okeke avec tous ses prénoms. Oui. Ah, vous êtes née en Belgique? Oui, je suis née en Belgique. Vous êtes née à Tournai, il y a 3 prénoms à l'époque. Voilà, oui. Et puis je vois, les papas s'appelaient Vincent Okeke. Il s'appelle Vincent. Et la maman, c'est Kobouani Germaine. Voilà. Non, c'est Koro. Koro. Voilà. C'est Koro, c'est pas une Rwandaise. Non, du tout, Koro. En Kitete, là, c'est la peau. C'est la peau de léopard. Donc, ma mère, elle est de lignée royale. Donc, en fait, la grand-mère dont elle porte le nom, quand elle est née, on la mettait sur un pot de léopard parce que ça a été l'aîné de la famille de son papa. Et c'était son premier enfant. Et le papa avait dit que c'est elle qui assurait son pouvoir après, etc. Donc, elle dormait sur une peau qu'on appelle Koro. Koro, c'est la peau. Mais quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Koro, c'est qu'il y a cette connotation royale qui est liée à la peau de léopard. Parce que chez nous, vous savez, la peau de léopard symbolise la royauté. Donc, voilà. Et vous avez donc eu 2 enfants qui sont nés quand exactement? 95, vous regardez. Ouais. En 95, la première. Oui, la première. Moi, je garde les noms des enfants parce que c'est quand même délicat. Oui. Hein, c'est quand même délicat. Allez montrer les noms, les adresses. 98, et tout ça. ma deuxième fille. Ouais. Voilà. Donc, et comme vous pouvez le constater. Mais sur les photos, c'est des métis, en fait. Oui, voilà. Donc leur papa, c'est un Européen. Voilà, vous pouvez voir là, j'ai des photos de bébé. De toutes les façons, on va les montrer. Vous allez, comme vous le voyez sur votre écran. Donc, voilà. Vous pouvez voir. Là, c'est le papa. On n'a pas le droit. Donc, voilà. C'est un Européen. Donc, voilà, j'ai amené quelques photos, machin, pour vous montrer. Il y a des témoins qui pourront attester de ce que je dis. Donc, vous n'avez pas d'enfant noir? Écoutez, j'aurais bien voulu, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, non, je n'ai que 2 enfants. Et puis voilà, donc alors le truc, c'est je trouve dommage que les Congolais se soient autant laissés distraire par les inepties. Mais évidemment, c'est vrai que on ne peut pas empêcher un abruti de parler en public, hein, mais en même temps, on n'est pas obligé de faire cas de tout ce qu'il raconte. Hein, le garçon qui a parlé de ces histoires-là... Il s'appelle Papi Mbongo, alias Papi Volcan. Voilà, donc déjà là, dans la semaine, je pense que je vous... Il n'est pas le seul, hein. J'ai vu dans un canard quelqu'un aussi l'avait écrit. Il y a des gens... Non, mais il y a une différence entre faire 3-4 vidéos d'affilée pour aller parler des enfants que moi j'aurais eu ou d'un enfant que j'aurais eu. Attendez, il faut quand même le vouloir. Mais ce n'est pas non plus fortuit, sa démarche. Je vais vous rappeler juste une chose, et je vais revenir là-dessus. Regardez le moment où il y a eu cette série de vidéos. Certains ne se rappellent pas évidemment, mais je remettrai aussi en ligne. Il y a un article que nous avions sorti au mois de mai, c'était fin mai,
je vous remettrai ça sur le site de la Pareco. On avait annoncé l'arrivée d'un monsieur Koukoulou, le John Koukoulou, qui travaille pour un collabo qui travaille pour Kanambe, qui fait des navettes entre Kinshasa et ici, et qui a déjà retourné plusieurs combattants. Et la dernière fois, donc, quand nous avions annoncé son retour ici en France, nous avions précisé qu'il était déjà en contact avec au moins deux combattants, dont un, et nous avions précisé, dont un ancien de Toponi Congo. C'était au mois de mai. Alors imaginez la panique de la personne concernée et de ceux qui l'ont envoyé. Alors, paniqués comme ils étaient, vous avez eu droit à cette série de vidéos. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est sorti pour dire que ah oui, il y a Botanangwanda, moi, excusez-moi, la dernière fois qu'il a fait une vidéo où il a parlé du président de la Pareco, ça a été pour dire ah vieux Nanga H, Nini, il était d'accord avec lui sur le fait qu'il ne fallait pas aller aux élections, comment dire, on ne libère pas un pays par les élections, c'était des éloges par rapport au président de la Pareco, et tout d'un coup, il vient de se rappeler que ah, Botoliaki et moi si. Non mais, il est malade. Donc, disons, si on comprend bien. Donc juste pour vous dire, déjà, il y a tellement d'incohérences et c'est lié directement à cet article que nous avions publié et où nous avions annoncé l'arrivée de ce monsieur de Kabila, de Kabila et le fait qu'il était en contact avec des combattants, dont ce garçon-là. Et ça, je vous le précise parce que nous avions déjà le nom. Volontairement pour ne pas tout de suite mettre la panique parce que le but c'était surtout d'alerter les gens pour qu'ils soient vigilants et nous suivions les mouvements et volontairement nous n'avions pas mis le nom, nous savions déjà que c'était Papi Mbombo qui était en contact avec John Koukoulou et qui reçoit de l'argent de John Koukoulou et je peux vous dire en tant qu'ancienne de Toponi Congo, cofondatrice véritable, parce que là aussi je vais vous produire d'ici quelques jours la photocopie des statuts de Toponi Congo, les premiers statuts. Vous verrez bien que parmi les cofondateurs, il y en a 3, il ne fait pas partie des cofondateurs de Toponi Congo. Les cofondateurs de Toponi Congo, il y a moi, il y a M. Wadi Tungisa Bellarmin et il y avait un autre monsieur, Kapita, Gilbert Kapita, et donc nous étions 3. Lui, ce garçon-là, il est apparu des mois après la création de Toponi Congo. Et je peux vous dire que même la première action de Toponi Congo qui a consisté à écrire la lettre ouverte à Kondolé Sarès, qui a beaucoup circulé, etc., puisqu'on avait mis des photos des massacres et tout ça que les Congolais ne voyaient pas trop. Quand nous avons fait cette rédaction, ça a été fait chez moi. Les gens qui étaient là ont vu mes enfants, puisque mes enfants étaient là en train de jouer. Quelqu'un qui a été là au moment où nous travaillons de cette manière ne peut pas venir vous dire aujourd'hui que Nazanaba Nazogini ni machin ou bien. Puisque mes enfants, les gens de Toponi Congo, ceux qui étaient là au départ, ils connaissent mes enfants. Et non seulement ça, lui il n'était pas là évidemment. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui était là pour. Il ne rédige pas lui. Il a à peine étudié, d'ailleurs j'ai mené une petite enquête sur sa personne. Effectivement, vu son parcours, c'est clair qu'il ne risquait pas de venir s'asseoir avec nous pour venir écrire quoi que ce soit. Il n'a pas les capacités pour ça. Mais peu importe, le problème aujourd'hui, qu'il soit illettré ou pas, c'est pas tellement ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que c'est d'abord un collabo, ce garçon. Et je peux vous donner encore là, maintenant, j'attire l'attention des Congolais, de la diaspora en particulier, des combattants, sur la dangerosité de ce garçon. Parce que moi, je peux vous donner mon témoignage. C'était quand je suis entrée dans la Pareco, c'était en novembre 2005. Donc j'étais dans Toponi Congo depuis le début de l'année, etc. Donc nous avons fait ce qu'on avait mené comme action. Et en novembre 2005, j'ai intégré la Pareco. En début décembre, nous devions organiser une conférence contre le référendum constitutionnel. Nous étions contre, et puis évidemment les autres, ils étaient pour, etc. Et le même jour où nous organisions cette conférence, c'était à la salle de l'AGK, la rue Charonne, ici à Paris. Donc l'après-midi, il se trouve que l'après-midi, Toponi Congo avait une assemblée. Et nous, la Pareco, nous avions la conférence que nous organisions le soir. Moi, je suis arrivée un peu plus tôt parce que j'avais contacté, notamment par Kapita et Bellarmin, j'avais demandé à venir m'expliquer devant l'assemblée de Toponi Congo pour leur expliquer pourquoi j'étais partie. J'ai demandé leur accord. Kapita m'a confirmé que c'était bon et je pouvais venir. J'arrive, je ne pouvais pas entrer. C'est qui était à la porte? Papi Mbombo. Il m'empêche d'entrer. Et je dis, mais non, mais j'ai déjà prévenu, alors appelle-moi Bellarmin ou Kapita, comme ça ils vont te confirmer que j'avais prévenu que je viendrais, ils avaient donné leur accord. Je vois 2 personnes, et pendant que j'étais là, il y a eu deux personnes, enfin deux occidentaux,
qui sont arrivés et qui posaient des questions sur qu'est-ce qui se passait là. Enfin, ils disaient qu'ils voulaient assister à une conférence. Moi, je leur disais, mais non, la conférence, c'est l'après-midi, puisqu'en ce moment, ce qui se passe là, c'est une assemblée d'une association. Et ils n'arrêtaient pas de me poser des questions toutes les 2 secondes. Dès que je voulais aller là-bas, ils me posaient des questions. Et bon, c'était un petit peu agaçant pour moi, mais bon, je me disais, bon, c'est des gens qui s'intéressent à la RDC, quand même, c'est déjà bien. Mais voilà, en même temps, moi, j'étais préoccupée par autre chose. Au moment où j'étais en train de leur parler à un moment donné, je vois 2 garçons qui sortent de la salle et qui commencent à m'agresser verbalement. Yo, ça, commence à m'insulter. Et puis directement, on commence à m'insulter. Bon, il se trouve que, bon, moi, je ne me laisse pas insulter comme ça. Évidemment, j'ai répondu aussi. Mais ça n'a pas duré. Hein. En quelques minutes, vous savez, quand quelqu'un prévoit de faire quelque chose, il va provoquer n'importe quoi juste pour lever le ton comme ça s'est fait là. Et puis, avant que j'ai compris, j'ai vu l'un des garçons qui sautait sur moi. Mais figurez-vous que les 2 occidentaux qui étaient là, les 2 Français, ils se sont intercalés et ils ont sorti leur badge de police. C'est-à-dire que j'avais été suivi apparemment, en tout cas, je pense qu'au niveau des renseignements généraux, ils étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que j'étais arrivée là-bas seule l'après-midi, il n'y avait pas un membre de la Pareco qui était venu avec moi. Moi, j'étais venue tranquillement pour aller m'expliquer auprès des gens de Toponi Congo. Et je vois ces 2 garçons. En plus, quand je les ai vus sortir, j'ai dit, moi, j'étais président de Toponi Congo jusqu'il y a 2-3 jours ici. Je ne vous connais pas. Vous sortez d'où? Vous dites, parce qu'ils se sont présentés comme des membres de Toponi Congo. Je leur ai dit que ce n'était pas vrai. Et Papy était là à la porte. Donc les seules personnes qui l'a fait sortir, c'était ces 2 garçons qui devaient m'agresser. Et apparemment, les services ici étaient au courant, puisque pour qu'ils se retrouvent là, pour que 2 policiers se retrouvent là, ce jour-là, alors que c'était juste une assemblée, dites-moi, vous qui tenez des assemblées aussi, ou des réunions d'associations, si vous avez vu comme ça 2 policiers qui se mobilisent, à l'heure où j'étais sortie, où j'étais seule, ça veut dire qu'ils ont dû quand même un petit peu me suivre. Bon, voilà, ça prouve juste que les services français fonctionnent un petit peu. Mais ça, juste pour vous dire que par rapport à cette opération-là qui consistait à essayer de m'agresser, j'ai compris que M. Mbombo était dedans. Et là, c'est là qu'on se rend compte du travail qu'il a fait même dans Toponi Congo. Un jour, on a voulu le confronter par rapport à des propos qu'il tenait sur le vice-président que j'avais à l'époque, M. Kizizé, Guy Kizizé. Il est temps de raconter des choses sur Guy. Quand on a voulu le confronter chez Bellarmin à Colombe à l'époque, on était tous les 3, donc le secrétaire, le vice-président et moi. On a attendu Papy pour qu'il vienne. Il n'est jamais venu. Dès qu'il a su, avant il avait dit qu'il allait venir. Dès qu'il a su que Guy était là, il n'a plus répondu au téléphone. Et on a compris qu'il était venu pour s'aimer la zizanie au sein de Toponi Congo. Et vous pouvez observer partout où il est passé. Est-ce que ce garçon, il est là pour rassembler les gens ou pour éclater les mouvements? Et là, je vous confirme aujourd'hui, avec les infos dont nous disposons, ce garçon-là, il a été récupéré par les services congolais. D'ailleurs, lui-même, j'ai cru entendre dans sa vidéo, à un moment, il dit qu'il a travaillé à la NER ou je ne sais quoi. Mais les gens entendent des choses comme ça, mais ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Il a des erreurs. Et ça, je vous dis aujourd'hui, pour ceux qui veulent continuer à l'écouter, regardez ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas d'enfant avec le président de la Pareco. Comment quelqu'un peut faire autant de vidéos pour dire des thèses inepties? Est-ce qu'on n'a pas des choses plus graves en RDC dont il aurait pu parler? Mais alors là, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit, parce qu'il y a une différence entre sortir avec quelqu'un, entre guillemets, j'emploie ces termes light volontairement, et avoir des enfants avec quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas d'enfants avec M. Honoré Ngwanda parce que vos enfants sont métis, ben, peut-être que vous êtes sorti avec lui et qu'il est jaloux parce qu'il a affirmé que vous êtes son ex. Qui a dit ça? Dans la vidéo, il a dit que vous êtes son ex. Que Papy m'a dit que je... Peut-être tout ce qu'il faisait, c'est pas jalousie. Il a fabule. Excusez-moi, je ne vais pas être méchante, mais personnellement, hein, un homme pour qu'il me plaise quelque part, il faut qu'il en ait un petit peu dans la tête. Celui-là, excusez-moi, apparemment, il a un poids chiche. Hein. Donc, personnellement, quand quelqu'un ose me dire que moi, j'ai pu sortir avec un gars comme ça, c'est presque une insulte. C'est la Nalinga là, donc, yo, osala moins c'est Papy Mogo. Jamais, Azo a fabulé. On dirait qu'Azaro Loulanga peut-être, mais Obima rien du tout. Non, président, il n'y a pas de côté. Dans le cadre de Obima, contraception, moi, on a beau t'amiter. Rien du tout. Parce que c'est une affaire vraiment qui défait la chronique. Hein. Et j'espère que... De toute manière, je n'ai pas à m'étaler sur mes relations amoureuses ou quoi que ce soit. C'est encore ma vie privée. Quand c'est un rapport avec le combat, je veux bien. Mais le reste, tant que je fais mon travail comme il faut, etc., que je ne suis pas là en train de fricoter avec un collabo ou avec un de ceux des pays agresseurs. Peut-être les hommes à cadre et djihad sexuel pour les musulmans, ça la renvoie. Si il y a combat, il y a combat, ça est un peu plus efficace. Je ne suis pas... Bon, toi, on a
n'ai eu aucune relation amoureuse ou intime avec ce garçon-là, et voilà, ça s'arrête là. Bon, on va quitter cette zone boueuse qui me mettait un peu mal à l'aise et revenons vers des choses un peu plus sérieuses. À la fin de ce mois, au début du mois de septembre, monsieur Kakare, un général rwandais arrêté à Londres, sera jugé. Nous avons entendu dire que la Pareco a déposé plainte, c'est associé à la plainte, c'est associé à la plainte espagnole par rapport à ces messieurs. Qu'en est-il au juste? Mais écoutez, on se mobilise pour normalement la comparution de ce monsieur pour la fin, qui est prévue pour la rentrée, donc pour la fin septembre. Et comme j'ai pu le dire dernièrement, bon, on est en train d'étoffer un peu le dossier, et notamment on a des témoignages auxquels j'avais fait allusion dernièrement et qu'on n'a même pas eu à chercher très loin, puisque au sein de la Pareco, on a des victimes de l'action qui avait été menée par les troupes rwandaises à Kisangani. Et donc ça fait partie des témoignages que nous avons recueillis et qui vont étoffer les dossiers. Bon, écoutez, donc en fait, voilà, nous faisons ce que nous pouvons pour que au moins la voix des victimes soit entendue, des victimes congolaises, et nous nous battons, en tout cas nous essayons de faire, parce que le bras de fer, il est quand même il n'est pas négligeable. Nous nous battons pour que ce monsieur soit réellement traduit en justice en Espagne. Nous avons même interpellé dernièrement le gouvernement britannique à travers son ministère des Affaires étrangères. Ils nous ont répondu, là, je crois que c'était même la semaine dernière, pour nous dire qu'effectivement eux aussi suivaient quand même de près ce dossier-là, mais bon, ils nous assurent que la justice britannique est bien indépendante, et que de toute manière, en ce qui concerne la position du gouvernement britannique, ils ne sont pas là pour cautionner certains types d'exactions, etc. Et donc, pourtant, le monsieur est passé là-bas pendant 9 ans dans leur pays avec un mandat d'arrêt européen et international, sans que la Grande-Bretagne ne bouge un petit doigt. Écoutez, apparemment, les choses ont changé. Voilà, c'est ce que mais maintenant, il faut voir jusqu'où elles ont pu changer, puisque avant, il ne se faisait pas arrêter quand vous le relevez, maintenant, il se fait arrêter. Il y a un bras de fer, et pour qu'il y en a qui ne veulent pas qu'il soit extradé, nous battons pour qu'il soit extradé vers l'Espagne. Donc voilà, il faut que les Congolais se mobilisent, c'est surtout ça. Il faut que les Congolais se mobilisent. Ce monsieur, c'est un criminel, son dossier est plus long que le bras. Ce sont des victimes congolaises qui ont besoin que justice soit rendue. Donc si les Congolais ne se lèvent pas pour ça, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Donc là, j'en profite pour insister encore, pour que nous savons bien que nos frères qui sont au pays ne peuvent pas mener ce type d'action. Alors nous, la diaspora, nous avons vraiment cette obligation morale de faire en sorte que notre voix soit entendue. Dans tous les cas, on sait très bien que la justice, tant qu'on n'a pas un État, parce que logiquement, il aurait fallu que l'État congolais s'implique aussi dans l'affaire. Mais évidemment, vous ne pouvez pas demander à des anciens rebelles, entre guillemets, d'aller taper sur... Quand on sait que des gens comme Kanambe ont pu travailler peut-être sous les ordres même du même monsieur, ce n'est pas lui dans les mêmes actions. Donc, ce n'est pas eux qui vont aller taper sur leurs anciens collègues ou leurs anciens complices. Donc évidemment... c'est pas sur ce gouvernement qu'il faut compter pour que justice soit rendue pour les Congolais. Donc nous, les Congolais, surtout de la diaspora, nous avons obligation de nous mobiliser pour cette affaire-là. Je m'en vais vous poser 2-3 petites questions rapides auxquelles je voudrais une réponse courte, précise, concise, avant de nous dire au revoir. Il y a un membre de la Pareco qui a été tabassé par les gardes du corps de Joseph Kabila aux États-Unis. Monsieur Miango, qu'en est-il de ces dossiers? Écoutez, la dernière fois que je l'ai eu, il m'avait assuré qu'il avait pris un avocat, etc. Et la plainte qu'ils étaient en train d'introduire, ils avaient rattaché les deux affaires, c'est-à-dire l'avocat traitait à la fois le problème des Gambiens, parce qu'il y avait des Gambiens qui s'étaient fait tabasser aussi, et donc voilà, ils étaient en train de s'occuper des deux dictateurs, le Gambien et puis le soi-disant Congolais. Donc voilà, il s'en occupe un peu de manière personnelle, c'est-à-dire que ce dossier-là, la Pareco est resté un petit peu en retrait, il a souhaité un peu s'en occuper de manière un peu plus personnelle. Donc voilà, je pense qu'à l'occasion, ce serait bien que vous le contactiez, il vous donnera peut-être plus d'infos que moi. Et une question qui revient souvent dans la bouche de plusieurs personnes,
Les canards, œil du patriote, est-il sérieux? Parce qu'il y a certaines affirmations là-dedans, ça donne des tournis. Écoutez, ce qui me ferait souvent, justement, il y a des gens qui viennent, ils écrivent là, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Mais pourquoi vous lisez? Si vous trouvez que c'est pas sérieux, ne lisez pas. Et je veux dire, voilà, déjà, c'est aussi simple que ça. Ceux qui trouvent. Et en même temps, nous publions régulièrement des choses, etc. Je ne sais pas, si on regarde sur 100% de ce que nous avons produit, quel pourcentage de documents ont été, ou d'infos ont été contestés, excusez-moi. La règle est qu'en général, personne ne conteste ce que nous écrivons, donc nous sommes sérieux. Voilà, nous avons reçu Madame Candide Okeke avec toute la franchise qu'on lui connaît. Elle a essayé de répondre à nos questions. J'espère que vous avez trouvé satisfaction ou vous avez trouvé des réponses à vos interrogations. Nous remercions Monsieur Adélie pour avoir tenu la caméra, ainsi que toutes les personnes qui nous ont assistés pour la production de cette émission. Comme j'ai l'habitude de dire, suivez, commentez, partagez. Merci, au revoir. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali.